Bonjour. Vous m'entendez correctement? Ok. Donc on va démarrer. Je pense que le rappel des troupes a été sonné dehors. Et si on veut tenir le timing, soyons à l'heure. Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette session autour de notre parcours, enfin en tout cas du parcours d'un groupe produit de Microsoft sur le chemin vers DevOps. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis François Bouteruche, je travaille chez Microsoft France. Je vais commencer par dire ce que je suis et ce que je ne suis pas. Alors, avant que j'oublie, je vais aussi faire un petit mea culpa sur ce qui s'est passé ce matin. La personne qui devait représenter Microsoft pendant la keynote a eu un petit souci et n'a pas pu arriver à temps. Donc, on s'excuse pour ce petit souci. Donc, ce que je suis et ce que je ne suis pas chez Microsoft. Ce que je suis, c'est bien employé de Microsoft. Je travaille en France pour accompagner les clients de Microsoft sur l'utilisation de nos outils de développement et plus particulièrement nos outils type usine logicielle, donc le Visual Studio Team Services. Je ne vais pas trop parler du produit aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Et pourquoi je viens de vous parler de la transformation du groupe produit Visual Studio? Parce qu'en fait déjà le groupe produit communique, parce que ça c'est la nouvelle dynamique de Microsoft, partage son retour d'expérience à l'extérieur sur le chemin qu'on a parcouru. Et parce que moi je l'ai vécu aussi de l'extérieur, c'est-à-dire qu'à l'époque j'étais client de Microsoft. J'étais ce qu'on appelle un MVP Microsoft, donc c'est un Most Valuable Professional, donc ça me donnait accès à un certain nombre de programmes managers du groupe produit, et j'ai vu la transformation du groupe produit de l'extérieur. J'ai participé à des clubs utilisateurs, donc je l'ai vu de l'extérieur et je l'ai vu de l'intérieur depuis 2 ans. Donc je suis là pour en parler aujourd'hui. Donc effectivement, on va se focaliser sur le groupe produit Visual Studio, puisqu'en fait, c'est le groupe produit qui s'est lancé dans une transformation DevOps au sein de Microsoft il y a le plus longtemps. Ça a été les précurseurs sur ce sujet-là, et c'est eux aujourd'hui qui sont les plus matures sur le sujet. Et ça tombe bien parce qu'en fait, c'est eux qui fournissent tous les outils de développement aux autres groupes produits chez Microsoft. Donc ça tombe bien que ce soit eux les plus matures sur ce sujet. Donc ils ont une énorme traction en interne pour aussi changer la culture des autres groupes produits. Vous avez pu remarquer que depuis 3-4 ans maintenant, le cycle de déploiement de nos solutions a complètement changé. On est en train nous aussi de passer dans l'ère du cloud et des produits comme Office 365, comme Windows, qui avaient des cycles de produits de 2 à 3 ans avant. Aujourd'hui, on les met en production tous les jours. Donc une petite vidéo introductive juste pour poser un peu le décor. C'est un peu... ça peut vous sembler un petit peu orthogonal, mais ça résume bien ce qu'on a vécu en interne. Donc là, en gros, on a un pit stop dans les années 50. Et si on n'a pas envie de s'ennuyer, on est obligé d'accélérer la vitesse de la vidéo pour que ça tienne dans un temps raisonnable. Puis on voit bien, si on les observe, que ce n'est pas très organisé, chacun fait un peu ce qu'il veut. On a plusieurs tâches et au final, sur un pit stop, on a changé, je crois, une seule roue sur un pit stop. Donc ça, c'est ce qui se passait dans les années 50. Et puis maintenant, ça, c'est un Grand Prix en 2013. Donc ça a encore évolué depuis. Voilà, donc là, c'est plutôt l'inverse. C'est pour comprendre ce qui s'est passé, on va être obligé de ralentir la vidéo et on regarde bien que chaque personne est autonome. Chaque personne a une mission, a un rôle, mais chaque personne est autonome et sait ce qu'il a à faire. Il n'attend pas de... Et pourquoi il y a ce besoin? Eh bien, c'est parce qu'en fait, ils ne peuvent pas gagner un Grand Prix de Formule 1 s'ils font un pit stop qui dure 1 minute. Et aujourd'hui, on est tous en train de vivre ça, c'est sur chacun nos marchés, c'est le fameux time to market. Si on n'est pas les premiers sur le marché, si on n'évolue pas aussi vite que les autres, eh bien, de toute façon, de base, on a perdu. Donc, on a vécu ce problème-là.
Donc parce que pour nos outils de développement, ça faisait 30 ans qu'on développait nos logiciels de la même manière, avec un bon cycle en V, waterfall comme le disent les Américains, avec une belle phase de conception, une belle phase de développement, une belle phase de test et puis une belle phase de mise en production et un cycle beaucoup trop long. Et autour des années 2010, on a vu, le groupe produit a vu un réel problème arriver sur ce métier du développement logiciel, qui était, nous, notre cible marché. C'est que nos acteurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, hein, les acteurs du développement logiciel, c'était des gens comme HP Quality Center, c'était des gens comme IBM Rational. Je pense qu'en 2017, ce n'est plus des gens, en termes d'outils pour outiller votre développement, qui vous font rêver. Ils ne sont plus du tout dans la picture. Ils risquaient exactement de nous arriver la même chose, parce qu'on voyait des nouveaux acteurs entrer, comme des Jenkins, des Eclipse, des GitHub par exemple, qui ont complètement changé le modèle de production de ces outils de développement. Donc on a vu ce problème-là arriver et le groupe produit s'est dit, là, si on ne réagit pas, on court vers notre mort. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2017, le groupe produit Visual Studio, il existe toujours et il ne s'est jamais aussi bien porté. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont réagi à temps et ils ont réussi à se transformer. Donc, au début de cette transformation, ils ont commencé par se dire, OK, on voit bien qu'on a un problème, et où est-ce qu'on en est? C'est quoi le problème? Est-ce qu'on a un problème à récupérer les retours de nos clients, les feedbacks de nos utilisateurs? Non, on n'a pas ce problème-là. On a effectivement notre cycle de développement, donc celui que je vous disais, qui prenait 2 années et demie. Hein, globalement, on sortait une version tous les 2 ans et demi, 3 ans. Donc on n'avait pas de problème à chaque étape du cycle projet à demander des feedbacks. On avait des clubs utilisateurs, on avait tout ce qu'il fallait. On n'avait pas de problème aussi de test. On trouvait bien les bugs à chaque étape. On avait une super étape de test et de stabilisation qui nous permettait de bien débugger le produit. Donc ça, pas de problème là-dessus. Mais en fait, le vrai problème, c'est qu'on était incapable de réagir aux attentes des clients et aux évolutions du marché, enfin des technologies. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes familier des technologies de développement, il y a une nouvelle techno de développement tous les 6 mois. Donc en 2 ans et demi, on en a raté au minimum 5. Donc c'est un peu compliqué. Et donc la seule chose qu'on pouvait faire dans notre mode, on y va en mode droit devant, c'était de dire aux clients, OK, on a bien entendu vos feedbacks et on ship ça dans la prochaine version majeure. Donc si on était plutôt ici sur le cycle, c'est cool, on va leur dire, bon, on ship ça dans 2 ans et demi. Si on était plutôt là, on était un peu mal quand même. Hein. C'était très très compliqué. Donc à ce moment-là, effectivement, on s'est posé la question de se dire, bon, OK, il est peut-être temps qu'on réfléchisse aux pratiques agiles et aux pratiques DevOps. Et la première chose qu'on a fait, et que je vous invite tous à faire sur ces sujets-là, alors surtout sur les pratiques DevOps, les pratiques agiles sont des pratiques aujourd'hui qui sont quand même maintenant largement cadrées. L'événement d'aujourd'hui est là, il y a beaucoup de connaissances, mais sur le sujet DevOps en 2010, c'était un sujet qui était vraiment balbutiant. Je ne suis même pas sûr que le terme marketing, le buzzword DevOps, était vraiment encore sorti. Je crois qu'il est venu un peu après. Et donc on s'est posé la question, OK, le DevOps, c'est quoi? Donc quand vous posez la question à plusieurs personnes, vous avez plein de réponses, au moins ces 4-là. Il y a des gens qui vont dire c'est une fonction, c'est des ingénieurs DevOps qui vont faciliter le travail entre les développeurs et les gens de l'exploit. C'est l'amélioration de la collaboration entre les développeurs et les exploitants, c'est de l'automatisation, c'est le fait de faire des releases plus petites, plus régulièrement. Donc, en fait, quand on regarde bien tout ça, ça rentre un peu dans la définition de DevOps, définition qui n'existe pas réellement. Et donc, ce qu'on s'est dit, enfin, ce que le groupe produit s'est dit, c'est OK, la première chose à faire, c'est de se poser la question, DevOps pour nous, c'est quoi? C'est quoi la stratégie qu'on veut mettre en œuvre? Et pour nous, ça a été effectivement le fait de merger 2 cycles de vie qui vivaient en silo avant,
Donc le cycle de vie plutôt du développement avec la partie je planifie mes développements, je suis mes développements, je développe et je teste. Et la partie plutôt production qui était je déploie et je monitore que tout va bien. Pourquoi fusionner ces deux cycles-là? Pour pouvoir réellement itérer beaucoup plus vite. C'est faire un cycle convergent qui nous permette réellement d'itérer beaucoup plus vite, c'est-à-dire toutes les 3 semaines. Par exemple, sur le groupe produit Visual Studio, on déploie des nouvelles fonctionnalités dans notre version cloud toutes les 3 semaines. En réalité, on déploie en production tous les jours, mais en fait, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de shipper des features en dessous de 3 semaines parce qu'on commençait à gêner les utilisateurs. Donc, c'est le feedback qu'on a eu, c'est « Oh là, vous êtes bien gentil, mais j'arrive le matin, je change, ça a changé par rapport à hier soir. Là, ça devient un peu trop rapide. » Donc, on a arrêté de vouloir faire des changements trop souvent aussi parce que quand vous avez une base de 4 millions d'utilisateurs dans le monde, bah, finalement, vous avez des utilisateurs qui commencent à vous dire mollo, s'il vous plaît. Et même si ce sont des gens qui sont dans les projets de développement, puisque c'est un outil pour les développeurs, donc comme quoi. Donc ça, c'est le premier point, c'est se créer cette vision-là. On a travaillé là-dessus. Et très rapidement, on a fait comme tout le monde, on a fait des expérimentations. Il y a quelques équipes qui sont parties en éclaireur. Mais très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que cette conversation, il allait falloir la voir sur plusieurs axes. Un axe humain, un axe process et un axe outillage. Donc sur l'axe humain, effectivement, on a dû, comme beaucoup de gens, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est notre retour d'expérience, vraiment travailler sur l'axe de collaboration et de partage d'objectifs communs et sur la focalisation sur l'amélioration. Donc ça, c'est vraiment un point important. Ça a eu des impacts très concrets, en termes de RH par exemple, sur le fait de partager des objectifs communs. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des software développeurs et des software testeurs. Donc dans ce groupe produit-là, il y a des software engineers. Et en gros, l'idée est de dire, le test, ça fait partie intégrante du développement de la solution, et c'est la responsabilité de tout le monde. Parce qu'avant, les comportements que ça induisait, c'était, bah ouais, il y a des développeurs dont l'objectif, c'est de faire le plus possible de features en un minimum de temps, et puis des testeurs qui étaient de dire, leur objectif, c'était, vous allez être objectivé sur le nombre de bugs que vous aurez laissé passer et qui seront partis en production. Donc forcément, d'un côté, on développe sans trop se préoccuper de la qualité, et de l'autre, on teste, et on est extrêmement exigeant sur le moindre petit problème, et donc ça délaie encore plus le temps d'aller en production, parce que derrière, on doit faire du rework. Ok, j'ai trouvé plein de bugs, tiens, tu peux retourner dans une phase de développement, fais-toi plaisir. Donc, voilà, des impacts RH très, très concrets. À un moment, quand on veut placer ça à l'échelle de l'entreprise, parce que là, c'est bien de ça qu'on parle, aujourd'hui, les pratiques DevOps, elles sont déployées à l'échelle de Microsoft dans tous les groupes produits, de Windows à Office 365, donc Dynamics, tous ces produits-là, tous les groupes de produits travaillent avec ces méthodologies-là. Il vous faut un exec sponsorship pour dire, OK, maintenant, les process qu'on fait depuis 30 ans comme ça, et quand on dit, OK, pourquoi on fait comme ça, eh bien, la réponse c'est, je ne sais pas. Non, mais pourquoi? En fait, le mec était là avant moi, il faisait ça comme ça, donc quand je suis arrivé, il m'a dit qu'on faisait comme ça, et du coup, je fais comme ça. Parce que ça rassure tout le monde, c'est-à-dire que je ne prends pas le risque de changer un process dont je ne connaîtrai pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, il y a un moment, il faut un exec sponsorship qui dit, OK, on va changer, et tous les processus dont vous vous dites c'est une perte de temps, on va les changer. C'est-à-dire que c'est du gaspillage. Donc on l'élimine, clairement. Remplir un formulaire Word pour faire la demande de 3 VM parce qu'on a besoin d'un environnement de test et que le formulaire Word, il faut le faire valider par 3 personnes. C'est juste du gaspillage. Donc, il faut être prêt à changer les process pour améliorer l'efficacité et que tout ça, ce soit le plus fluide possible. Et enfin, le troisième axe, effectivement, c'est l'outillage qui doit améliorer la productivité, faciliter la collaboration et faciliter l'expérimentation. Et c'est bien l'outillage qui doit s'adapter à ce qu'on aura décidé au-dessus
ce qu'on décide pour l'axe humain et process qui doit s'adapter à l'outillage qu'on a choisi. Ça, c'est important. Comment on a fait ça? On a appliqué le principe, les Américains appellent ça « eat your own dog food ». C'est-à-dire qu'une des premières décisions qui a été prise, c'est de dire « Ok, tous les développeurs de Microsoft vont utiliser les mêmes outils ». Quand je vous dis ça, vous dites « C'est bizarre, j'aurais pensé que c'était vrai, que c'était déjà fait ». En fait, non. C'était pas déjà fait. Donc, il y a eu un grand programme qui s'appelle One Engineering System, donc un seul système d'ingénierie, une seule usine logicielle, où notre usine logicielle Visual Studio Team Services qu'on délivre, c'est aussi devenu l'usine logicielle officielle de tous les groupes produits au sein de Microsoft. L'avantage, c'est déjà, effectivement, si on n'est pas tous dans 50 outils différents, ça facilite la fameuse collaboration qu'on cherche. Parce que plus on met d'outils et plus en fait il y a des barrières à la collaboration en passant d'un outil à l'autre. Ah bah oui, mais moi je bosse avec tel outil qui est dans tel format et puis moi je bosse avec tel autre qui est dans tel format. Attends, on va passer du temps à intégrer les deux outils pour rendre ça plus fluide. Bon, ok. Ça c'est du gaspillage aussi. Donc une seule usine logicielle. Et alors, en plus, là, pour le gros produit, grosse valeur, puisqu'aujourd'hui on a 60 000 personnes chez Microsoft qui utilisent l'usine logicielle au quotidien. Ça veut dire que vous, derrière, les utilisateurs, vous récupérez ça, et donc de la valeur, parce qu'on voit l'usine logicielle avec les vrais problèmes des développeurs au quotidien. Maintenant, ok, on s'est dit qu'il fallait driver la conversation, et le vrai problème qu'on a eu, c'est la conduite du changement. C'est comment on fait changer la culture. Parce que ça, c'est un vrai problème, je pense que vous l'avez dans vos organisations, nous on l'a eu aussi, c'est comment on fait changer la culture. Il y a un sujet, expérimentation qui dit, en fait, quand on demande aux gens de changer, quand on leur dit tu vas changer comme ça, le réflexe naturel, c'est de dire non, je ne veux pas changer, pourquoi tu me demandes de changer? Et donc le réflexe naturel de tout être humain, c'est de se mettre en mode défense et de dire non, je ne veux pas changer. Donc on a expérimenté ces problèmes-là. Et la solution qu'on a trouvée, c'est de dire ok, on va formaliser 7 habitudes autour de nos pratiques DevOps, 7 objectifs qu'on veut atteindre. Et on va demander à tout le monde de se les approprier et de se dire, ok, moi, individuellement, qu'est-ce que je fais pour favoriser ça? Donc, 7 objectifs qui sont très faciles à expliquer, même à des gens qui ne sont pas développeurs. Donc, je vais revenir en détail dessus. Et dans le temps, effectivement, eh bien, on a amélioré, on a raffiné, on a demandé aux équipes de proposer des choses et on a mis en place des pratiques, donc des pratiques techniques ou des pratiques méthodologiques, autour de chacune de ces habitudes, et quelque part que les équipes se sont auto-appropriées, puisqu'en fait on ne leur a pas dit tu vas faire ça, mais plutôt ok, l'objectif c'est ça, qu'est-ce que tu fais pour ça? Et bien évidemment, dans toutes les pratiques que vous voyez ici, on n'a rien inventé. Il y a plein de choses en fait, c'est juste du bon sens, il y avait des gens qui faisaient ça depuis 20, 30 ans, mais c'est mettre toutes ces pratiques-là bout à bout, et améliorer les choses. Et vraiment les mettre ensemble pour avancer. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail, pour nous, donc le flow de valeur pour le client final, enfin utilisateur final, c'est l'objectif, c'est de se dire, ok, comment on fait en sorte de rendre l'organisation capable de partir d'une idée initiale et de fluidifier le fait d'amener cette idée, de créer et de valider l'idée et de l'amener le plus vite possible dans les mains d'un utilisateur final pour mesurer la valeur réelle de cette idée. J'en entendais parler, c'est Philippe Puschmann qui en parlait sur la partie impact mapping. En fait, on s'est inspiré, vous allez voir, il y a plein de choses qui s'inspirent des méthodologies du Lean Startup. C'est de dire, ok, il faut être en capacité de mesurer pour pouvoir pivoter rapidement. Et donc, pour pouvoir mesurer, il faut regarder comment l'utilisateur se comporte. Pour regarder comment l'utilisateur se comporte, il faut pouvoir rapidement lui mettre entre les mains ce qu'on veut lui proposer. Donc pour pouvoir faire ça aussi, il y a toute cette notion de limiter le rework, le refactoring, le fait de, ok, on a travaillé pendant 6 mois, on a fait un truc en mode sous-marin, au bout de 6 mois, on présente ça à l'utilisateur, et l'utilisateur dit, ah mais moi je pensais que ça allait être rouge, vous me l'avez fait bleu, enfin, vous savez, tous les problèmes traditionnels, et au bout de 6 mois, en fait, on est obligé de repartir et de recommencer.
Donc, c'est comment on limite ça. Et enfin, c'est effectivement, toujours pour ça, c'est des cycles de vie plus petits pour itérer plus vite. Donc, sur ces pratiques-là, il n'y a pas de mystère. Les pratiques techniques qu'on a implémentées, c'est toutes les pratiques d'intégration continue, de déploiement continu, de gestion des versions, de qu'est-ce qu'on déploie en production et de tests automatisés. Sans mettre ces pratiques-là en place, on ne peut pas aller très vite de l'idée qui est sur du papier et qu'un développeur commence à implémenter sur son poste de travail au produit entre les mains de l'utilisateur. Donc il faut mettre en place toutes ces pratiques-là si on veut aller très vite. Donc concrètement, alors je vais sortir de la présentation et j'espère que ça va bien se passer. Hop, concrètement, donc ça c'est notre... Voilà, c'est bien ce que je pensais, ça ne va pas bien se passer. Hop. Alors, je vais vous tourner le dos un petit peu. Non, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Hop. Voilà. Je vais me faciliter la vie un petit peu. Hop. Voilà. Donc ça, c'est notre usine logicielle, VSTS. Et concrètement, mettre en place ces pratiques d'intégration continue. Alors là, par contre, j'ai vu tout à l'heure, il y avait des gens qui prenaient des photos. Quand c'est les slides, ça ne me pose aucun problème. Quand c'est l'usine logicielle, je vous demanderai de ne pas prendre de photos. Parce que ça, c'est la vraie usine logicielle du gros de produit avec les vrais dashboards et les vrais backlogs. Donc aujourd'hui, on est en mode partage, donc on nous donne l'autorisation de le montrer au public, mais on nous demande toujours de bien rappeler que on ne souhaite pas que des photos soient prises. Donc là, voilà le dashboard qu'on peut monitorer quand on fait l'intégration continue. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais là, je sais exactement, normalement, si voilà, les widgets sont en train de se charger. Donc je sais être capable de dire quelles sont les versions qui sont déployées dans les data centers. Donc on a plus de 5 data centers dans le monde où VSTS est déployé. Donc là, vous voyez le petit widget en haut à droite là. Et vous avez les différentes versions et vous savez sur quel data center cette version est déployée. Vous voyez que en fait, en production là, à l'instant T, il y a différentes versions dans différentes data centers. Parce qu'en fait, on fait du déploiement progressif. On ne déploie pas sur tous nos clients en même temps. Ça nous permet aussi de regarder ce qui se passe. Et donc, si très concrètement, là, vous voyez, il y a des builds qui sont en train de se passer, donc de l'intégration continue qui est en train de se passer. Si je prends celle-ci, c'est ça qui est sympa. C'est ça qui me permet d'aller très vite. Là, je vais voir celle-ci. Il s'est passé quelque chose. C'est en rouge. Donc, dans ma chaîne de valeur, entre je pars du développeur qui a fait un changement et je l'emmène en production, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Je l'ai stoppé. Et je peux cliquer dessus, puis aller voir, OK, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé et le régler très vite, ce problème, pour emmener la valeur très vite dans les mains de l'utilisateur. Voilà, c'est en train de charger. Donc là, j'arrive très vite, on m'a dit OK. Donc sur ce job de déploiement, il y a ce test-là qui a échoué. Effectivement, là j'ai le message d'erreur. Donc bien sûr, on a énormément automatisé nos tests. Donc je peux récupérer les logs standards. Et puis moi, je peux aussi regarder, OK, dans le backlog, qu'est-ce qui a été embarqué dans cette version-là par rapport à 10 versions précédentes. Je fais compare et je peux tout de suite regarder. OK, voilà les éléments du backlog, des tâches, des user stories. Donc là, on a même des live-side problèmes. Donc on est en train de travailler sur un bug live. Donc on a un bug en production et on est en train de le résoudre. Donc vraisemblablement, il faut que la résolution de ce problème arrive très vite en production. Et je peux faire la même chose donc, sur les commits. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment des pratiques qu'on a mis en place de bout en bout, c'est-à-dire qu'on pratique donc, du monobranche, c'est-à-dire qu'il y a une branche principale du produit, et puis les différentes équipes viennent merger dans cette branche principale leurs modifications, le travail sur les features, et ensuite ça part en production, c'est-à-dire que quand ça passe toutes les étapes de test automatisées, ça part en production. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pré-production. On n'a que de la production. Après,
comme je vous disais, on ne déploie pas sur tous nos utilisateurs en même temps. Les premiers utilisateurs d'une nouvelle feature, c'est le groupe produit lui-même. Ensuite, c'est les autres groupes produits Microsoft. Et ensuite, ce sont nos utilisateurs extérieurs à Microsoft. Donc en général, quand il y a des gros problèmes, on a déjà souffert du problème en interne, pour vous éviter de souffrir. Mais donc, cette réalité de je veux pouvoir délivrer de la valeur en continu, eh bien, on ne peut pas le faire si on ne met pas en place ce genre d'outils. Et on peut aller jusqu'à vraiment monitorer de bout en bout, aller jusqu'au commit de code et retrouver qui a fait quoi. Ensuite, donc dans les autres habitudes, c'est comment on favorise l'autonomie des équipes tout en étant dans un aliment d'entreprise. Notre objectif, c'est d'être réactif. C'est-à-dire, il y a un problème, vous avez vu, là on corrige des life-side problèmes, il y a un problème en production, ça doit être notre priorité. Et pour pouvoir être réactif, il faut que les équipes puissent travailler en autonomie et répondre très vite. Il faut que les planifications, les agendas de tout le monde soient flexibles, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de la repriorisation et de la dépriorisation. Bah ouais, effectivement, on a dû mobiliser une équipe qui avait des choses importantes dans son backlog à finir pour le sprint courant parce qu'il y avait un live-set problème. Ok, bah, la production, c'est plus important que le backlog. Parce que la satisfaction des utilisateurs, c'est plus important que le backlog. Donc, bah, on accepte ça. Les fameuses itérations courtes et favoriser donc, la collaboration d'équipes. Tout ça, c'est l'autonomie. Et pourquoi c'est important aussi l'autonomie des équipes, hein, c'est parce qu'on l'a vécu aussi, c'est que quand vous avez une structure de plus en plus hiérarchique et pyramidale, vous avez de moins en moins d'innovation et de prise de risque. Donc, quand vous favorisez l'autonomie des équipes, vous retrouvez une capacité à prendre des risques. Vous objectivez les équipes sur le résultat et pas sur le comment ils atteignent le résultat. Après, il faut bien travailler sur c'est quoi le résultat attendu. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, concrètement, si je reviens un petit peu dans la manière dont on travaille, nous, dans nos outils au quotidien, hop. Là, par exemple, j'ai un backlog produit. C'est dans le backlog de Visual Studio Online. Donc, c'est le board de l'équipe qui travaille sur les fonctionnalités d'intégration continue. Donc, elle a une certaine manière d'organiser son board. Ils gèrent leur board de la manière dont ils le souhaitent. Et j'ai une autre équipe ici, l'équipe qui travaille sur les fonctionnalités de recherche de code et qui a organisé son board d'une manière. Et d'ailleurs, on voit bien, là je vous avais parlé de notre One Engineering System. Donc, ils prennent en considération des swim lanes pour le One Engineering System interne et la swim lane cloud, c'est des besoins pour nos utilisateurs externes. Donc, chaque équipe comme ça, donc là j'en ai pris deux, mais l'idée c'est que chaque équipe puisse avoir son board adapté et, par rapport à ses pratiques, et derrière, malgré tout, de pouvoir avoir ce genre d'outils où on va mettre en parallèle les différentes timelines des équipes, de ces feature teams, pour pouvoir voir si on est capable de les aligner. C'est-à-dire que là, vous avez 4 feature teams, il y en a une dont je n'ai pas les droits de vous montrer, donc je pense que celle-là, elle est vraiment secrète. Vous voyez, elles ont toutes les sprints sont calés pour tout le monde. Et derrière, un programme manager peut venir voir, OK, moi je gère plusieurs équipes et j'ai besoin de voir si des features qui sont corrélées entre deux équipes vont bien tomber au bon moment, enfin ça va bien se synchroniser. Parce que si d'un côté il y a une équipe qui a dépriorisé une feature ou l'a repoussée d'un sprint, il faut que moi je puisse aussi repousser la mienne qui était dépendante d'un sprint plus loin. Donc c'est ça notre vision d'essayer de travailler sur des équipes autonomes et dans un alignement à l'entreprise. C'est à la fois fournir ce qu'il faut pour les équipes pour travailler comme elles le souhaitent, tout en ayant en tête qu'aussi, à un moment, il faut consolider pour pouvoir piloter en vue d'avion. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois qu'il me reste 15 minutes.
Donc oui, juste sur la manière dont nous on a organisé nos équipes, nous on appelle ça des feature crew, il y en a qui appellent ça des pizza teams. En gros, l'idée c'est dans nos équipes, nos feature crew, il y a toutes les compétences nécessaires pour déployer la feature. Ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui ont plutôt un profil opération, donc exploitation, des développeurs, des UX designers, un product owner bien évidemment, mais voilà, on met autour de la table toutes les compétences nécessaires. Donc ça c'est un point extrêmement important et on a une capacité à finalement les feature crew, c'est des équipes qui sont mutables, c'est-à-dire que voilà, la feature est finie, l'équipe elle est dissoute et les gens repartent sur d'autres features. C'est-à-dire que ces équipes-là ne vivent que le temps de la feature. Alors après, une feature, ça peut prendre 6 mois, 1 an pour qu'elle soit complète parce qu'on va travailler en minimum viable product. Donc, comme je vous le disais, donc on va commencer par un petit bout et ainsi de suite. Donc ça peut prendre du temps qu'elle soit complète. Ensuite, ça c'est un point extrêmement important, c'est l'amélioration du backlog par l'apprentissage. Effectivement, là c'est toujours l'inspiration du Lean Startup. On essaye maintenant que notre backlog soit basé sur des hypothèses et qu'on transforme en expérimentation. Et encore une fois, ça revient sur j'ai trouvé très intéressante la présentation de Philippe Huchman sur l'impact mapping, c'est de dire, OK, on veut mettre cette feature, c'est quoi les KPI pour mesurer qu'il y a un vrai impact, il y a un vrai résultat. Et donc ces KPI, tout ce qui permet de mesurer ça, ça doit être prévu dans la conception de la feature et en prod dès que la feature est en prod. Pour qu'on puisse mesurer si ce qu'on pensait que ça allait apporter, c'est réellement apporté. Si ça ne l'est pas, on arrête, on pivote, on fait autre chose, on réaffecte les équipes. S'il y a un mauvais retour des utilisateurs, on passe à autre chose. Donc tout ça, c'est basé sur des données et des feedbacks avec des clubs utilisateurs et autres. Et d'ailleurs, ça, dans le mode transformation, tout à l'heure, je vous parlais que moi, j'avais participé à des clubs utilisateurs. Effectivement, avant qu'on soit complètement équipé avec nos outils de monitoring, ça passait les feedbacks par des clubs utilisateurs où les programmes managers venaient présenter en mode PowerPoint. Voilà, on a pensé à une nouvelle feature et voilà à quoi elle ressemblerait si on la mettait dans le produit. Et le premier feedback, c'est tout simplement une discussion avec les utilisateurs. On vous présente la feature. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça ne vous plaît pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ça, c'est le premier feedback. Et ça, c'est collecté. Ça, c'est toujours collecté. Et aujourd'hui, on a augmenté notre capacité à collecter de la donnée. Celle-ci, on la collecte toujours, mais on collecte aussi le comportement des utilisateurs dans le produit. On fait du test en production, on fait de l'A/B testing. On fait de la feature preview, c'est-à-dire qu'on n'était pas en capacité de le faire il y a 7 ans. Mais aujourd'hui, on est capable de faire de la feature preview, donc avec des services comme LaunchDarkly qui facilitent la mise en place de ce genre de choses. Et donc, on va tester certaines fonctionnalités sur un certain nombre d'utilisateurs. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est tous les sujets, toutes les pratiques autour de la télémétrie, le monitoring d'usage, donc les feedbacks. Donc, si je regarde un petit peu comment ça se prend, là, vous voyez, j'ai fait une recherche. Ça, c'est dans nos bugs, en fait, on prend très concrètement, on met dans nos éléments de travail les liens vers notre user voice. Voilà, le user voice, il est là. Et très concrètement, on a un user voice et on l'écoute vraiment. Et quand les gens votent pour des fonctionnalités, eh bien, on les met vraiment dans le backlog et on travaille dessus. Et puis, on a cherché donc, aussi à rapprocher ces éléments-là. Ici, en fait, vous avez des petites capacités, voilà, de dire, OK, je reporte un problème. Parce que si on veut faciliter le feedback, il faut le rendre simple. Au début, finalement, allez sur le user voice. Vos utilisateurs les plus avancés, qui sont vraiment fans de votre produit, vont y aller. Mais les autres, ah ouais, faut que j'aille dans un autre truc. Donc, ils ne vont pas y aller. Donc, on essaye d'amener les capacités de donner du feedback aux utilisateurs le plus proche possible de l'utilisateur pour que le maximum d'utilisateurs possible nous donne des feedbacks. Donc, si je continue, donc ça, c'était l'amélioration. Et il y a un sujet sur lequel on a demandé aux gens de réfléchir qui est très lié, c'est tout ce qui va être
j'aime bien le terme preuve, récupérer des preuves en production. Je suis sûr que vous avez tous vécu un projet où vous avez mis en production et puis il y a eu un problème, vous avez dit ok, on a des logs, on a quelque chose. Et là, les équipes de dev vous ont dit ah bah non, on n'a pas mis de log, on n'a pas eu de temps parce qu'il fallait aller vite et du coup en fait vous êtes complètement aveugle en production. Vous savez qu'il y a un problème, mais donc ça, c'est de dire aux gens ok, comment on met en place une culture de la récupération de preuves en production, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de bonnes expérimentations. On a dit qu'on voulait faire un backlog en mode expérimentation. On ne peut pas faire des expérimentations et valider ces expérimentations si on ne récupère pas de la donnée. Donc du test en production, c'est un peu le même sujet, mais là vraiment orienté sur la collecte de données. Il faut vraiment mettre ça dans l'état d'esprit des gens. Les pratiques finalement sont très très similaires, mais abordées d'un autre angle. Alors après, ça pose aussi des problèmes parce que quand on met ce genre de pratique dans Windows 10, il y a toujours le débat de oui, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de nous fliquer, de récupérer de la donnée. Ça, c'est Et il faut gérer l'accompagnement de l'utilisateur, leur expliquer ce qu'on fait des données, qu'elles sont anonymisées et que ce n'est pas là pour collecter des infos sur l'utilisateur, mais plutôt collecter qu'est-ce qu'il fait du produit pour améliorer le produit. Il y a la gestion de la dette technique, parce qu'on a dit qu'on voulait des cycles courts et qu'on voulait délivrer de la valeur en continu. Et la dette technique qui s'installe dans un logiciel, c'est un ralentissement à coup sûr de votre capacité à délivrer de la valeur en continu. Donc cette dette technique, elle doit être gérée au quotidien. Et l'objectif pour nous, c'est d'avoir 0 dette technique. Donc, dans les pratiques, c'est ce que nous, on a appelé le shift left. Shift left, c'est quoi? C'est ramener le plus près possible du développeur tout ce qui va être analyse de code, analyse de sécurité, analyse du respect de l'architecture logicielle et de la conception qui a été définie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de dire dans les outils de développement, OK, avant, on disait je lance des outils comme SonarCube, vous en avez peut-être déjà entendu parler, je fais de l'analyse de code et je le fais pendant l'intégration continue. Ouais, sauf que le développeur, il a déjà développé, il a déjà passé plusieurs heures à développer, il va se prendre ça, il a déjà changé de contexte, il va avoir les rapports d'analyse, il va falloir se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, on a tous les outils pour que cette analyse elle se fasse en temps réel pendant que le développeur est en train de développer. Et là, on lui dit, non, là, ce que tu es en train d'écrire comme ligne de code, ça ne répond pas aux règles de qualité qu'on s'est fixées. Et là, on est vraiment en efficacité et on évite le refactoring du code. Tout ce qui va être automatisation des tests, donc les fameuses métriques de code aussi. Et puis un point important, c'est la revue de code par les pairs. Donc aujourd'hui, on a des mécanismes comme quand on fait du contrôle de code source, les fameux mécanismes autour de la notion de pull request, qu'on utilise des outils type Git, où on va pouvoir industrialiser le fait au moment où je pousse mon code, ma modification, eh bien, il y a une relecture de code. Et cette relecture de code, on peut en mettre des parties automatisées. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que d'avoir quand même une relecture de code humaine. Il y a un moment, il y a de l'humain dans la boucle, et il faut avoir un échange et un challenge sur OK, pourquoi tu as codé ça comme ça? Parce que moi, je trouve ça bizarre. Et ça, on le fait et on l'industrialise et on le permet. Et enfin, je vais un peu vite, mais c'est l'état d'esprit orienté production en premier. Non, il me reste deux sujets, celui-là, il faut que j'accélère. Ça, c'est celui qui concerne particulièrement les développeurs. On a demandé beaucoup à nos développeurs de travailler sur OK, arrête de me dire, je ne comprends pas, ça marche sur ma machine. Je m'en fous que ça marche sur ta machine, je veux que ça marche en production. Donc c'est comment on transforme les pratiques pour que dès le départ, dès la conception, toute la production, enfin le fait que ça soit opéré en production soit pris en compte. Donc ça veut dire qu'on met en place de l'application performance management dès le départ, c'est-à-dire qu'on a branché les librairies. Ce n'est pas le jour où on a un problème en propre qu'on va se dire quel outil d'APM je vais brancher dans mon application, parce qu'en fait ce sera déjà beaucoup trop tard. Donc la gestion de configuration, faire de l'infrastructure as code, c'est pareil, c'est-à-dire que mes ressources d'infrastructure, ce n'est pas écrit ce que je vois dans un document Word, c'est mis dans un template de code,
et je sais reconstruire mon infrastructure à la volée autant de fois que je veux. C'est quelque chose de répétable et de prédictible. Ça me permet d'être fiable en production. Donc, l'automatisation du recovery aussi, c'est demander aux développeurs, OK, j'ai un problème, comment j'automatise la récupération? C'est des choses très simples, ne serait-ce que j'ai un service qui appelle une base de données, on est dans le cloud, la base de données, à un moment, il y a un problème réseau, elle ne répond pas. C'est peut-être juste implémenter une politique de rejeu de la requête une seconde fois pour éviter les petits couacs et juste au premier problème réseau, dire à l'utilisateur en face, désolé, il y a un problème technique. Non, tout ça, on le prévoit. Donc les autres sujets, les autres pratiques, on en a déjà parlé. Et enfin, la notion de ressources d'infrastructure comme une ressource flexible, et ça, on a travaillé plutôt avec nous aussi nos ops à nous, c'est de dire, OK les gars, quand on dit qu'on a besoin d'un environnement parce qu'on a un gros problème en production et qu'on veut reproduire ce problème et qu'on a pour pouvoir le débugger, la réponse « OK, tu auras ton environnement dans 2 jours » n'est pas acceptable. Donc, comment on fait pour faire en sorte que les environnements ils peuvent être reconstruits à la volée? Comment on fait pour faire en sorte que la reconstruction, enfin vraiment la templétisation des environnements soit complètement simple? Et ça, je vais y venir. J'ai une dernière petite démo. Donc, c'est tous les sujets d'infrastructure as code. C'est le fait de pouvoir fournir aux développeurs des sandbox qui ressemblent à la production et qui peuvent détruire, parce qu'effectivement, il y a la problématique du coût, mais il y a un moment où on a peut-être envie de lui fournir. Tout ce qui va être ce sujet aussi autour de la conteneurisation et des conteneurs, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, avec les conteneurs, on peut avoir un conteneur qui fonctionne sur son poste de développeur et qui va fonctionner de manière très similaire en production, parce qu'en fait, on a tout packagé dans le conteneur, en termes de version, de dépendance, ce genre de choses. Les problématiques d'auto-scaling aussi, c'est-à-dire que nous, on opère aujourd'hui, il y a 4 millions d'utilisateurs quotidiens, on a des pics de charge dans la journée. Il n'est pas question qu'on ait une plateforme dont le dimensionnement soit complètement statique. C'est le dimensionnement de la plateforme, il s'adapte en fonction de la charge pour optimiser nos coûts. Donc, ça sur cet aspect-là, ça c'est mon dernier petit truc que je voulais montrer. Je vais revenir sur ce dashboard qui se recharge. Il va revenir, voilà. Okay. Ce dashboard-là, la notion de flexibilité. Si vous regardez chaque colonne là, dans le tableau du haut, chaque colonne, ça correspond à un résultat, un artefact. Il y a un développeur qui a fait un changement de code, il a committé son